Aujourd'hui à un exposé qu'on avait fait à deux mains, à deux voix, pardon, plutôt, à deux voix à la conférence EADH en décembre dernier avec Thomas Scherer, qui est un chercheur de la Freie Universität à Berlin, de l'équipe Cinépolitics qui travaille en Media Studies. Et donc, on a fait un retour d'expérience sur ce qu'on a appelé une genèse instrumentale, ce qu'on a revu après coup comme une genèse instrumentale, comment on a construit un instrument numérique à travers une collaboration interdisciplinaire. Et donc, c'est pas tant sur, alors je présente forcément le contexte de l'outil, mais c'est après surtout sur la réflexion sur cette interaction interdisciplinaire qui nous importait. Donc, normalement, l'exposé, on était assez content de nous parce qu'on a réussi à le faire à deux voix. Donc, c'est normalement un transparent, à chaque changement de transparence, à changer de locuteur. Donc, on faisait ce dialogue, on a voulu mettre en scène ce dialogue interdisciplinaire. Là, je ne vais pas pouvoir le faire, je ne vais pas faire le jeu d'acteur. Donc, l'objectif, l'objet technique sur lequel on travaillait, c'était une timeline de notation de médias audiovisuels. Et donc, on veut étudier comment cette timeline a évolué, donc faire un peu la généalogie de cette timeline d'un outil pour voir comment ça s'inscrit au début juste comme un outil, comment ça devient un instrument et comment est-ce qu'on peut penser les choses en termes d'instruments, c'est-à-dire de choses intégrées dans un processus de travail. Et qu'est-ce que ça peut changer dans la collaboration. Le contexte du côté des humanités, parce qu'on est en humanité numérique, du côté des humanités, donc c'était l'équipe Film et Media Studies à la Freie Universität à Berlin, qui s'intéresse notamment à tout ce qui est aspect temporel et rythme dans les médias audiovisuels. Donc, c'est tout ce qui concerne l'expressivité du rythme et de la temporalité. D'expérience en voyant des films, et ils avaient développé auparavant une méthode qui était non instrumentée, donc c'était une méthode intellectuelle pour l'analyse de films, et l'objet du projet ADA, donc, dont je parle aujourd'hui, donc Affect Rhetoriken des audiovisuels, c'est donc les affects les rhétoriques de l'affect en audiovisuel, c'était de transposer enfin pas transposer, mais continuer cette méthode pour suivre la réflexion en passant dans un mode un peu plus systématique et qui peut passer à l'échelle. Donc, l'objectif, c'était d'en définir une ontologie précise, ontologie au sens informatique, web sémantique, donc bien définir le cadre d'analyse et l'utiliser pour annoter des images audiovisuelles. Et ils sont mis à la recherche d'outils pour permettre la mise en œuvre une annotation sur la base d'une ontologie d'un ensemble, d'un corpus audiovisuel. Et donc, je suis arrivé avec ce côté informatique. Donc, moi, je suis informaticien. J'ai été mis en contact par Harald Zak, qui est un professeur à l'OHPI à Berlin, et donc qui connaissait les deux projets, qui était en contact avec les deux, et donc qui nous a mis en contact. Moi, je développe notamment un projet depuis assez longtemps qui s'appelle Advin, qui est un projet qui permet, c'est un logiciel, on voit une petite capture d'écran en bas, l'annotation vidéo. Donc, qui a été conçu, il y a plein de projets qui font la notation vidéo avec différents points de vue, différents objectifs. Nous, c'était le point de vue d'analyser des vidéos dans un objectif de parcours intellectuel. Donc, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas faire du codage comme ils font par exemple en sport. Ils font beaucoup de codage de vidéos, d'actions, etc., avec des schémas qui sont un peu prescrits. En éthologie, donc l'analyse de vidéos comportementales, en biologie, des choses comme ça, ils font aussi des choses avec des schémas, ils font du codage de vidéos, beaucoup de coder des mouvements. Nous, on s'est beaucoup intéressé, en tant qu'informaticien, on était plutôt à étudier les traces d'activité des personnes et l'ingénierie des connaissances, donc comment est-ce qu'on modélise les connaissances. Et on a voulu faire une plateforme qui permet d'accompagner un processus intellectuel avec une structure de données, ce qu'on appelle la lecture active de documents, donc des structures qui évoluent au fur et à mesure. Il faut que le logiciel permette d'intégrer cette évolution du cheminement intellectuel. Donc, c'est pour ça que l'adaptabilité était un peu dans les nœuds du projet. Et donc, on s'est demandé, à la mise en contact, comment est-ce que les projets correspondaient, donc comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que le projet peut apporter. Donc, la base qui était commune, on s'est rendu compte assez vite, ce qui était nécessaire, de toute façon, c'était analyse de médias spécifiques, donc de films audiovisuels, étudier la dynamique. Et donc ça, le logiciel l'apportait déjà.
qu'est-ce qu'il y avait besoin d'adapter un peu pour coller plus précisément aux besoins du projet. C'était tout ce qui était annotation sémantique, donc pouvoir utiliser des vocabulaires contrôlés, interagir. Donc, je passe rapidement dessus, mais ça a été développé dans le cadre du projet et c'est donc maintenant disponible, donc c'est quand même intéressant. Donc, c'est pouvoir apporter une ontologie, développer un schéma d'annotation suivant cette ontologie, exporter les données vers un format RDF, donc sémantique, et permettre l'annotation manuelle. Donc, l'annotation manuelle de ces choses-là. Donc, justement, l'outil Advin là, qui est proposé, il est à cette articulation entre les informaticiens qui, eux, veulent des données au format dans une base de données sémantique, donc structurée, etc., et les chercheurs en humanité qui, eux, veulent interagir avec un médium et puis pas avoir non plus trop de code à rentrer. Et donc, les interfaces ont un rôle vraiment important à jouer à ce niveau-là. Et il y a toute une place d'annotation manuelle. On vient de parler de Ground Truth avec l'exposé précédent. Ben là, c'est pareil, il fallait qu'on construise, on avait besoin de construire une base vérité, une base de terrain, dans l'optique ensuite de permettre l'annotation automatique. Alors ça a été développé par les partenaires. Il y avait le HPI de Potsdam qui était un partenaire. Mais avant tous ces projets-là, il faut quand même construire la vérité terrain avant et ça prend un peu de temps. Et pour ça, il y a besoin de logiciels qui soient manipulables. Donc, le scénario d'usage, c'était des chercheurs en film scholars, donc en media studies, qui étudiaient les vidéos, qui n'ont pas informaticiens, sur leurs ordinateurs personnels à la maison, pas forcément en réseau, et qui voulaient utiliser des schémas qui étaient définis par l'ontologie, on voit un peu en dessous, et aussi pouvoir ajouter leurs propres extensions si nécessaire. Donc ça, c'était aussi un besoin. Et donc, on a développé des éléments autour de ça dans Advent. On a étendu certaines parties qui avaient besoin, pour lesquelles il était nécessaire de le faire. Et notamment, je m'intéresse maintenant à un des aspects qui a été traité dans le cadre de ce projet, c'est la visualisation en timeline. Donc, alors la timeline, c'est vrai que là, on a un contexte humanité numérique. Pour beaucoup de personnes, notamment en histoire ou des choses comme ça, c'est plutôt une frise chronologique. Souvent, c'est vu comme une frise chronologique. Ici, on est dans un contexte de media studies. Donc, la timeline, c'est visualisation. Il faut se rapprocher plus des logiciels de montage vidéo. Donc, c'est visualisation sous forme de ligne de temps. Donc, chaque ligne correspond à une catégorie d'annotation, ce qu'on voit sur les captures d'écran en dessous. Et sur l'axe horizontal, c'est le temps de la vidéo. Donc, et on voit au-dessus les vignettes qui ont été extraites du film. Donc, ça permet de placer des annotations sur un film, un documentaire, enfin une vidéo en général, donc quelque chose de temporisé, et de les catégoriser. Donc, chaque ligne colorée, là, représente un type d'annotation, une catégorie d'information qui a été rentrée. Donc, cette timeline existante dans le logiciel, auparavant, elle avait un problème, c'est qu'elle ne passait pas forcément à l'échelle avec le nombre d'annotations qui étaient utilisées dans le projet, plus de 20 000 par film. Donc, pour chaque film, les chercheurs, dans le modèle initial de leur ontologie, avaient besoin de manipuler 20 000 éléments d'information là-dedans. Et cette interface était dédiée notamment à l'édition, donc beaucoup d'interactions, des choses comme ça. Et donc, beaucoup d'interactions avec beaucoup d'éléments, c'était compliqué, ça ne passait pas bien. Et elle ne permet peut-être pas non plus de visualiser, d'avoir des visions globales, d'être suffisamment personnalisables pour les besoins des chercheurs. Donc, on a entamé des discussions autour de faire des choses plus orientées autour de la visualisation des données par rapport à leurs besoins, notamment de visualisation du rythme. Ils ont travaillé donc sur des différents. Donc, il y avait des travaux antérieurs, par exemple une étude d'Eisenstein en 1938 qui propose déjà des choses, qui a déjà des réflexions qui relèvent de ça, qui ne sont pas instrumentées, mais il y a un état de l'art qui existe. Jan Bakels, c'était un des chercheurs de l'équipe de Berlin, donc qui aussi a étudié ça durant sa thèse et qui continue de travailler là-dessus, sur cette représentation du rythme. Et donc, ils ont fait des schémas, on a discuté ensemble pour discuter de la manière dont ça serait le plus facilement reproductible ou transposable en informatique. Et on a défini donc ces besoins de visualisation différentes, des utilisations dynamiques
pour permettre l'exploration, permettre la reproductibilité avec d'autres chercheurs et permettre aussi la publication dans des… Donc, il ne fallait pas qu'il y ait que de l'interactivité, il fallait qu'il y ait de l'interactivité pour l'exploration, mais en même temps qu'on puisse publier en format statique, c'est-à-dire avoir des représentations graphiques juste statiques pour permettre de les publier. Donc, on est arrivé à cet outil-là pour l'instant, donc qui est basé sur le web, donc comme ça c'est plus facilement reproductible. On peut l'exporter sur des plateformes de manière autonome. Donc on peut voir des films entiers ou s'intéresser à des séquences particulières pour faire un zoom à l'intérieur et faire un découpage vraiment très précis du rythme d'un plan, par exemple. C'est très flexible, donc on a choisi d'utiliser une syntaxe textuelle en bas. Et je vais redire dans l'exposé pourquoi ça fait partie des compromis qui ont été nécessaires entre le temps que ça fait gagner, enfin l'expressivité que ça apporte et le temps de développeur, le temps de développement du côté informatique. Si on veut faire une interface pour permettre de construire ça, en fait, c'est quasiment un autre projet. C'est un projet qui permet de définir des choses. Donc, l'interface de définition de comment est présentée une timeline, donc de l'édition de ce langage-là, c'est quasiment un projet à part entière. Enfin, c'est encore une nouvelle interface, donc ça fait qu'il y a deux interfaces à coder, en fait. D'une part, la timeline, d'autre part, l'interface d'édition. Donc, on a essayé de se focaliser sur la timeline et de trouver ce langage en mode intermédiaire, donc qui demande de la part des chercheurs en humanité un apprentissage, un peu comme tout ce qui est TUI, toutes ces choses-là. Donc, c'est toujours, il faut voir ça en termes de compromis par rapport, en termes d'expressivité, de l'appauvrissement que peuvent apporter des interfaces d'édition, des choses comme ça. Et donc là, j'en ai fini avec l'explication technique. Et on a fait, suite à ce processus qui a duré 3 ans et demi, le temps du projet, on a réfléchi sur ce processus de construction de ces différents outils, notamment de cette timeline. Et ça nous a fait penser à la genèse instrumentale de Rabardel, qui a été définie par Rabardel en 1995, qui parle de comment est-ce que les instruments et les pratiques coévoluent en permanence. Et donc, dans le cadre d'un processus de travail, c'est vrai, ce n'est pas que dans le travail intellectuel, c'est dans tout travail, mais notamment le travail des chercheurs. On a un objet de recherche, le sujet, donc c'est le chercheur lui-même, et il a des instruments pour étudier son objet de recherche. Et ce processus de travail intellectuel, en fait, conduit le chercheur à modifier son instrument. L'instrument, ça peut être aussi un instrument juste un cadre de réflexion, par exemple, le schéma de réflexion qu'on applique pour analyser un document, ça peut être ça aussi l'instrument. Donc, ça évolue en permanence. Et donc, il y a un double développement de l'instrumentalisation et de l'instrumentation. Alors, je vais le dire, je reviens sur ces deux concepts juste dans les transparents suivants, mais c'est juste pour dire, par rapport à ce schéma donc entre le sujet, l'objet d'étude et l'instrument qu'on utilise. En humanité, on a un acteur qui est donc le chercheur en humanité qui étudie son objet, qui est par exemple le film, et un instrument qui était le logiciel Adven, en l'occurrence ici. Moi, de mon côté de chercheur en informatique, le logiciel Adven, c'est plutôt mon objet de recherche. C'est ça que j'étudie. Enfin, c'est ça que je veux voir comment il est manipulé, comment est-ce qu'il est utilisé pour assimiler des connaissances ou construire un processus intellectuel. Et j'ai un instrument, alors ce que j'appelais instrument de développement, donc c'est l'écosystème informatique sur lequel je me base pour construire ce logiciel. Et alors, dans un premier temps, on peut avoir des pratiques, des enjeux qui sont bien distincts. Et donc, moi, j'ai mes contraintes technologiques et je développe l'instrument avec les idées que j'ai. Et puis, eux, de leur côté, ils utilisent l'instrument avec les contraintes qu'il a et ils étudient leur objet avec cet objet-là. Mais si on réussit à partager les pratiques et les intérêts, donc à construire un dialogue suffisamment interactif dans ce contexte d'humanité numérique, on rêverait de pouvoir intégrer les contraintes et les besoins, enfin intégrer l'ensemble de ces choses dans un cycle un peu unifié, enfin, unifié au maximum, on ne va pas non plus vendre complètement du rêve, mais voilà, réussir par le dialogue entre les deux parties à faire en sorte que l'objet d'étude soit suffisamment perçu. Alors, il se trouve que, voilà,
moi, en tant qu'informaticien, je m'intéressais au sujet aussi, à l'objet qui est ici. Et les chercheurs en humanité ont été amenés à s'intéresser un peu aux environnements de développement. Alors, c'est moi qui garde la plus grande expertise dans ce domaine-là, mais je leur ai fait toucher du doigt des problématiques, par exemple, ce que je disais tout à l'heure autour du développement d'interfaces d'édition, de configuration. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes à percevoir des deux côtés. Et donc, tout à l'heure, je parlais d'instrumentalisation et d'instrumentation. Donc, l'instrumentalisation, c'est l'évolution de l'outil lui-même. Donc, c'est comment est-ce qu'on fabrique cet outil, cet instrument qu'on va utiliser, donc qui passe du statut d'outil au statut d'instrument quand on le conçoit vraiment comme quelque chose intégré au processus. Donc, de notre côté, ça valide cette idée que c'est important de considérer l'adaptabilité depuis le début. C'est quelque chose qui est intégré au logiciel et on s'est aperçu que c'était important par rapport à d'autres logiciels un peu similaires. Ça apporte un avantage. C'était important de pouvoir observer les usages, pas juste avoir une commande pour dire il faut que ça fasse ça. C'est plus un échange parce que les besoins peuvent évoluer ou certaines opportunités peuvent être possibles. Donc, dont les utilisateurs n'ont pas besoin, il faut qu'ils puissent les exprimer. Et il y avait besoin d'arbitrer entre des features, des fonctionnalités génériques, donc pour l'ensemble de la communauté, parce que c'est un logiciel libre disponible largement et qui est utilisé dans différents contextes. Et donc, il y avait des fonctionnalités qui sont génériques, qui ont été intégrées dans le logiciel disponible pour tout le monde, et d'autres qui sont spécifiques juste au projet ADA. Par exemple, l'ontologie elle-même, elle est spécifique au projet et on ne va pas l'intégrer au logiciel lui-même. Et du côté instrumentation, donc l'évolution des schémas d'utilisation de ces instruments par les utilisateurs. Donc là, c'était Thomas qui présentait ce slide. Donc, du côté humanité, donc je vais faire rapidement pour souligner juste timeline literacy. Donc, c'était important qu'ils développent eux-mêmes une maîtrise de cet outil timeline, donc qui devient un nouvel outil pour eux dans leur analyse et qui ouvre des perspectives différentes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des besoins d'expérimenter et il y a aussi quelque chose qui est venu par ce dialogue, c'est que moi je leur demandais souvent de dessiner, de faire des schémas ou même d'essayer de modéliser un peu ce dont ils avaient besoin. Et donc, eux, ils ont appelé ça une Poor Media Approach. Enfin, on l'a rapproché, on a trouvé ça dans la littérature, un Poor Media Approach, donc créer des prototypes pour des usages spécifiques. Donc, ils ont pris les premières sorties du logiciel, ont un peu bidouillé dans les logiciels qu'ils connaissaient pour produire un peu des choses à leur idée et qui servaient ensuite pour le dialogue dans la construction des instruments. Et donc, juste pour souligner rapidement, il doit me rester 3 transparents là, quels sont les enjeux en collaboration interdisciplinaire qu'on a identifiés dans le cadre de ce processus. C'est d'une part, c'est pour créer une compréhension mutuelle, c'est important de trouver un langage commun et trouver des personnes qui sont capables de parler entre les disciplines. Et donc, c'est El Khatib et Siemens, c'est un article très intéressant autour de la collaboration interdisciplinaire. Donc, c'est comment est-ce que faut pas voir juste en projet d'humanité numérique, il y a souvent une frustration des deux côtés, chacun ayant l'impression d'être l'outil de l'autre. Et en fait, il faut dépasser ça et se dire qu'on construit ensemble un outil commun. Et donc ça s'apprend en faisant, partager des analyses, partager des besoins, exprimer des besoins, avoir un engagement actif, donc intéresser chaque partie à ce que fait l'autre et trouver ce langage commun ou des acteurs qui permettent de faire cette traduction. C'est important aussi de se questionner sur qui joue quel rôle dans le projet. Ça a désarçonné un peu, par exemple, les personnes, donc les chercheurs en humanité, de leur dire bah oui, moi je suis développeur, je ne peux pas être en même temps testeur, documenteur, faire les choses, etc. Donc vous avez besoin de prendre en main une partie des choses dont vous pourriez croire dans le cadre d'une relation contractuelle, par exemple, que vous faites avec un éditeur logiciel propriétaire. Les tests, non, c'est pas à vous de les faire. Dans le cadre d'un projet open source, notamment d'un projet open source, les utilisateurs, donc ici en l'occurrence les chercheurs en humanité, ont besoin de devenir testeurs de l'outil.
voir documenter les choses, participer à la communauté de pratique, donc échanger autour des problématiques, participer à la documentation, des choses comme ça. Et enfin, dans les contraintes, il y a le temps qui est clairement identifié comme la contrainte la plus importante pour tout le monde, pour les deux côtés. Le temps du temps de développeur permet d'économiser du temps d'utilisateur, parfois, quand on automatise des pratiques ou des choses comme ça. Mais parfois, le temps gagné du côté utilisation ne vaut pas le coup d'investir un temps, par exemple, de développement d'une interface d'édition, de configuration, toujours l'exemple que je mentionnais tout à l'heure, si les personnes les utilisateurs, côté humanité, sont capables de faire cet effort d'apprendre un peu une syntaxe qui finalement se trouve plus pratique d'ailleurs pour l'échange et l'exploration, parce que c'est plus simple de conserver une configuration sous la forme d'un texte qu'on copie-colle plutôt que sous la forme d'une capture d'écran d'une interface de configuration qu'on voudrait conserver. Donc, quelques réflexions autour de cette loupe de la genèse instrumentale qu'on a utilisée. Le développement d'outils en humanité numérique, ce n'est pas juste une acquisition. Ça, c'était la perception qu'avaient les chercheurs en humanité, notamment au début. Ils disaient, on prend un produit sur l'étagère et puis on l'utilise. Et puis voilà, on le prend tel qu'il est. Non, on peut le voir comme une collaboration, quelque chose d'itératif, donc ce que je mentionne ensuite, qui a besoin de communication, d'échange entre les membres, et qu'il faut trouver un langage commun et que pour cette communication, et que ce langage commun peut dépendre aussi de formes non verbales. Ça peut être intéressant à souligner. C'est notamment, par exemple, l'outil, la timeline elle-même a pu servir ensuite à un médium de communication, donc comme outil de communication entre utilisateurs et développeurs. Donc, parce qu'il y avait une forme d'expressivité, il y a eu des utilisations détournées, par exemple, qui ont été faites, ou des choses comme ça qui étaient intéressantes. Et donc, on peut voir, si on considère l'outil non plus comme quelque chose d'externe qu'on utilise, mais comme un instrument interne au processus qu'on peut manipuler et qui fait partie du processus. Et donc, on peut ne plus seulement communiquer sur l'outil, mais communiquer avec l'outil et en profiter pour le faire évoluer. Et voilà. Ça, va être mon dernier transparent. Ouais. Les takeaway points, donc c'est faut faire des prototypes. C'est important très rapidement de commencer des projets pour montrer ce qu'il est possible de faire, parce que ça déclenche des idées, ça déclenche des nouvelles pistes de recherche aussi du côté humanité. Et il ne faut pas juste voir l'utilisation d'outils. Donc, là, tout ce qui est open source, notamment dans les projets d'humanité numérique, il ne faut pas juste voir qu'on va juste les utiliser, il faut voir comment toutes les parties peuvent y contribuer. Donc, en apportant de la connaissance, on parlait aussi de documenter les motifs d'usage, donc documenter sa pratique autour de cet outil, c'est aussi quelque chose d'important par rapport aux autres utilisateurs. Donc, faire des biais de blog, comme ça a été présenté avant, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour partager un peu l'expérience d'utilisation des outils. Ça fait partie de la contribution à cet écosystème de construction d'instruments pour la recherche en humanité numérique. Et voilà.